Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui très heureux d'inviter sur le podcast Parlons de votre mental un autre créateur de podcast. Un super podcast que je vous invite vraiment à découvrir et à aller écouter. C'est le podcast Les Frappés. Et je suis vraiment très content d'accueillir Loïc Blanchard. Salut Sébastien, salut tout le monde. Écoute, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis impatient de voir ce sur quoi on va pouvoir échanger. Je suis vraiment ravi de pouvoir t'accueillir sur le podcast. On va dire que j'écoute souvent tes épisodes. Ils sont super sympas. J'aime beaucoup en fait la thématique un peu de la résilience qui fait aussi appel beaucoup à ce que j'aime aussi, du coup le mental. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de te connaître et de t'inviter. Et puis voilà, on en avait parlé précédemment. Et puis voilà, c'est aujourd'hui, on l'a fait. On l'a fait, ça y est. Merci pour ton invitation. Alors, en tout cas. Comme le veut un petit peu la tradition dans cette nouvelle série d'épisodes, je commence toujours par faire un petit portrait chinois avec mon invité. Et est-ce que tu es d'accord pour te prêter à ce jeu? Ouais, j'avais oublié que tu faisais ça, mais ouais, carrément. On va voir un peu. Bon, en tout cas, c'est très simple. Une question, une réponse, une justification. Si tu étais une couleur, laquelle choisirais-tu, Loïc? Alors le bleu, parce que ça m'évoque la mer, que j'ai grandi, je suis né en France métropolitaine, mais j'ai passé une bonne partie de mon enfance en Nouvelle-Calédonie, et que je sais pas, j'ai une attirance peut-être depuis, du fait de cette enfance, pour la mer. Donc jolie couleur. Le bleu. Si tu devais choisir un livre, lequel tu choisirais? Alors, au risque de décevoir, je vais te citer un livre qui a rien à voir avec le mental, en fait. Je vais te dire Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est un livre qui a un peu bercé mon début d'adolescence, qui m'a fait pas mal rêver et que je considère toujours comme étant un super moyen de s'évader. Donc, je te dirais ça, Le Seigneur des Anneaux, mais en version originale. Pour le lire, il est assez gros. Il est assez gros. Ouais. Et je crois qu'on l'a tous vu, hein. Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose, quoi. C'est une trilogie de mémoire et il me semble, et puis voilà, les livres les livres sont super et les films aussi. Les films aussi, ouais. Les films sont super en tant que films et franchement, j'encourage les gens à lire les livres s'il y a eu un match entre les personnes qui ont vu les films et l'univers du Seigneur des Anneaux, parce que les livres pour moi sont 10 fois mieux. Et les personnages, ils ont du mental là-bas. Ouais, c'est clair. Si tu étais un objet, lequel tu choisirais? Une montre pour pouvoir garder un œil sur comment est-ce que j'utilise mon temps et me rappeler que tout a une fin et qu'il est important de vivre sa vie pleinement et activement plutôt que d'attendre que les choses se passent. Si tu devais choisir une innovation qui t'a marqué? Tu sais quoi, je dirais, alors je sais pas si c'est vraiment une innovation parce que je dirais le podcasting, en tout cas la façon dont je sais pas si on peut dire la radio, mais la façon dont on transmet par l'audio des connaissances, des histoires. J'ai vraiment le sentiment, peut-être que je pense qu'on est biaisé toi et moi parce qu'on est des créateurs de podcasts, mais j'ai vraiment le sentiment que le podcast est en train de prendre son envol, en tout cas en France et en Europe, et je trouve ça juste génial ce que ça permet de faire. J'imagine que comme moi tu reçois plein de messages d'auditeurs, d'auditrices qui te disent comment est-ce que tes épisodes les inspirent ou les ont amenés à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises autrement. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est fabuleux, donc je dirais clairement le podcast. J'aurais peut-être dit la même chose, mais c'est vrai que c'est
quand même super. Je dirais qu'il y a une double entrée, c'est-à-dire que quand on reçoit des invités qui sont vraiment ordinairement sympas à interviewer, ils sont aussi, toi aussi, tu récoltes plein de positifs de ce qu'ils te racontent et après derrière on est heureux de pouvoir le retransmettre aux autres. C'est clair, 100% d'accord. Si tu étais une planète, tu choisirais laquelle ? Bah écoute, la nôtre, je pense qu'elle est déjà fabuleuse, qu'il y a plein de choses à explorer, qu'une vie, même un siècle suffirait sans doute pas pour en découvrir toutes les facettes. Donc la nôtre, elle me fait déjà suffisamment rêver. Le moment de la journée que tu préfères ? Écoute, je sais que je dois faire une réponse je dois faire une seule réponse, mais c'est assez fluctuant. Mais je dirais quand, de façon générale, ou en tout cas, la plupart du temps, c'est très tôt le matin. Alors pas très tôt, 4 heures du mat. Je suis pas un adepte du Miracle Morning, mais tôt, juste avant que le soleil se lève. Donc en ce moment, tu vois, j'aime bien me mettre à travailler vers 7h30, 7h, ou aller faire mon sport à cette heure-là. J'ai l'impression que du coup, je gagne du temps par rapport au reste de la journée et aux autres en fait. Ok. Oui, je te vois un petit peu sur Instagram là, du côté de ma région natale, là, dans le sud de la France, là, tu vas crapahuter. Ouais. Si tu devais choisir un art, lequel tu choisirais ? Un art. Un arbre. Ouais. Après, tu peux choisir un arbre, tu peux aussi. Ouais. Un art, écoute, je te dirais un art martial, et je te dirais le judo. Alors là aussi, je suis très certainement extrêmement biaisé puisque j'en ai fait pendant des années et à haut niveau. Mais je te dirais le judo pour plein de choses, pour la façon dont ce sport a contribué, dans cet art martial, même a contribué à faire la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis construit d'un point de vue identitaire à travers ce sport. Pour aussi les valeurs que j'y associe. En France notamment, voilà, c'est une spécificité française, en tout cas de ce que je sais, mais en sport notamment, il y a un code moral qui est enseigné quand n'importe qui commence le judo. On lui apprend que le judo est basé sur un code moral, avec des valeurs comme tu vois l'honneur, le courage, le respect, l'amitié. Et je trouve que c'est des valeurs qui sont hyper structurantes et hyper saines. Donc aussi le judo, très clairement. L'amitié. Ouais. Il y a plein de belles valeurs. Exactement. Ah bah oui. Ah mais tu les connais. Je les connais. C'est par là. Et puis, j'ai un petit garçon qui fait du judo aussi. C'est marrant. Ah génial. Très belle école de la vie, le judo. Si tu devais choisir un vêtement, lequel tu choisirais ? C'est une question. Un vêtement, écoute, je choisirais une veste Gore-Tex. En tout cas une veste étanche, tu vois, une 3e couche pour celles et ceux à qui ça parle, mais quelque chose qui te permet d'être dehors dans toutes les conditions, ça me fait penser qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ouais, Passera, ça. Ouais, c'est ça. C'est un bon exemple. Ouais. En ce moment. Je sais pas comment il fait pour tenir, mais je crois qu'il va casser un peu dans pas longtemps s'il nous écoute. Tu étais une qualité, laquelle serais-tu ? Je crois que je dirais la détermination. Ouais, la détermination. C'est pas évident de choisir une notion, mais je crois que je dirais la détermination à vivre ma vie comme je veux la vivre, même si c'est jamais évident, hein. Ça fait un peu la philosophie de bas étage quand je dis ça, mais tu vois, récemment je suis passé à travers plein de changements. J'ai quitté un job après 7 ans dans une boîte. Cette boîte, c'est Apple, donc spontanément il y a pas mal de gens qui me demandaient mais pourquoi tu fais ça en fait. J'ai mis fin à une période d'expatriation, on était avec ma femme en Suisse, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, on attend notre premier enfant, donc il y a la détermination à en fait me lancer, à oser quelque part en fait emprunter des chemins qui m'attirent, qui sont pas forcément les chemins les plus faciles, en tout cas pour moi, mais qui m'attirent, et cette détermination, je pense que c'est ce qui me permet d'avancer en fait, de continuer à réaliser des choses qui moi me font vibrer. Une valeur que tu peux partager quasiment avec tous tes invités, je crois, la détermination. Ouais, c'est clair. Il n'y en a pas un qui lâche quelque chose, je crois. Ils sont tous déterminés à y aller quoi qu'il en coûte. Ouais. Une petite dernière pour la fin, avant d'attaquer la thématique
pour laquelle on est là, c'est-à-dire parler de ton mental. Si tu devais choisir une saison de l'année que tu préfères, c'est laquelle? Écoute, je te dirais l'automne. L'automne pour les couleurs, parce qu'il y a une espèce de forme une espèce de sentiment de nostalgie qui s'installe, mais que c'est en même temps la dernière phase de l'année en cours, tu vois, pour donner un dernier coup de collier à ces projets. Je me suis rendu compte qu'en fait, je fais plein de choses. Il y a plein de décisions que j'ai prises qui se sont passées en automne. Tu vois, les dernières, ma démission, par exemple, le fait de passer mes certifications de coach, de préparateur mental, certains gros voyages que j'ai pu faire, ça a lieu en automne. Donc je sais pas, je dois avoir une forme j'en sais rien, d'attirance pour cette période de l'année, mais l'automne m'inspire. C'est aussi une saison un peu comme où la végétation perd ses feuilles, quelque part elle rentre un petit peu en sommeil pour mieux éclater sur des nouveaux projets et une nouvelle saison, finalement, quand on regarde un petit peu. Donc finalement on a exactement. On peut être un petit peu amené un peu à faire la même chose, et c'est ce qu'on fait souvent en fait, finalement. Automne, hiver, on commence à se remettre un petit peu dans nos coquilles pour mieux réfléchir, et puis après bing, on sort un projet, on avance, quoi. Ouais. Un peu sur le même rythme que la nature, finalement, très souvent. C'est vrai. Alors merci en tout cas pour ce petit portrait chinois. On va parler un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce que ton parcours t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Le fait de si je regarde mon parcours, je réfléchis à comment le formuler pour que les gens pense pas que, tu vois, je considère que mon parcours est un exemple ou quoi que ce soit, mais je suis quelqu'un qui est de nature quelqu'un de curieux. Et ce que mon parcours m'inspire, c'est ça, en fait, c'est cette notion de curiosité. J'ai lancé pas mal de projets dans ma vie. Je suis allé explorer plein de chemins différents. J'ai fait du sport de haut niveau, donc en équipe de France pendant quelques années, en judo. Ensuite, je me suis consacré à mes études parce que c'est ce qui m'attirait à ce moment-là. Donc j'ai fait une classe prépa. Je voulais partir travailler à l'étranger. Je me suis débrouillé pour le faire. Donc j'ai passé 1 an au Canada, puis aux États-Unis. À mon retour en France, j'avais pas forcément envie de tout de suite monter sur Paris professionnellement, donc je me suis débrouillé pour me trouver des expériences. J'ai travaillé dans une centrale nucléaire dans le sud de la France. J'ai eu envie de changer complètement, passer de l'univers du conseil à un univers beaucoup plus opérationnel, on va dire, qui me permettrait d'assez rapidement devenir leader, encadrer des équipes. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis passé du conseil au retail, donc chez Apple. Donc le retail, c'est les magasins en fait, où j'ai évolué pendant 7 ans, et là encore l'envie d'explorer autre chose. Donc je suis parti pour Apple, toujours en Suisse. Voilà, ça c'est mes choix professionnels, on va dire, sur 10 ans. Et en parallèle de ça, une fois que j'ai très difficilement réussi à tourner la page du judo, je me suis lancé dans plein de projets différents, plutôt autour de l'outdoor, du trekking. J'ai fait le GR20, j'ai voulu monter mon premier projet avec des sponsors, donc on a fait le GR20 en 7 jours avec un copain. C'était en 2012 peut-être, à un moment donné où faire le GR20 en 7 jours, c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui. Et puis après je suis parti explorer d'autres endroits. J'ai fait le Kungsleden dans le cercle polaire en Suède. Plus récemment, juste avant le confinement, l'Everest. Donc je suis allé poser mes yeux sur l'Everest, et je suis monté un petit peu au-dessus du camp de base, à 5650 mètres, pour être précis, une altitude à laquelle manger un Oreo, ça demande 5 minutes pour récupérer son souffle. Et puis voilà. Et puis au milieu de tout ça, une réorientation professionnelle qui est en train de se préciser. Je viens de créer une boîte avec un associé. Je suis devenu coach et préparateur mental en même temps que mon job chez Apple. Et puis j'ai surtout lancé il y a un peu plus d'1 an un podcast, Les Frappés, avec lequel je m'éclate chaque semaine à rencontrer des invités complètement fous, et grâce auxquels j'apprends
énormément. Donc voilà, je crois que mon parcours, si je devais le résumer, ce serait ça. Ce serait un parcours de quelqu'un de curieux en fait, qui fait son bout de chemin. Je sais pas si, enfin, je m'en fiche un peu en fait, hein, pour être honnête, mais je sais pas. J'allais dire, je sais pas si je vais assez vite ou suffisamment loin, mais c'est ce qui me convient très bien pour le moment, et je suis très heureux d'avoir su m'écouter à différentes phases. C'est super parcours, hyper riche. T'as suivi tes intuitions, tes convictions, avec détermination, j'ai envie de dire, comme tu nous l'as si bien dit tout à l'heure. Ouais. Avec le recul. Ouais, avec détermination, je pense que c'est ça qui est est important, et je pense que c'est ça que le judo m'a inculqué, c'est de quelque part d'accepter qu'il y a des phases qui sont pas forcément évidentes, mais cette notion, tu vois, de tout donner, ou en tout cas d'être endurant quand on se lance dans quelque chose, c'est ce qui me permet de pas avoir de regrets. Et je sais que même si y a des chemins que je prends qui peut-être ne sont pas les bons, c'est pas grave, ça répondait à un instant T, à une volonté d'aller explorer ces chemins justement. Et puis le fait de m'écouter, finalement, c'est quelque part, c'est ça la récompense en soi en fait, tu vois, le fait de savoir que t'es à un instant T à exactement là où tu voulais être, au moment où tu voulais l'être, c'est juste génial, quel que soit le résultat de la décision que t'as prise. Tu vois, là, j'ai créé une boîte, ça faisait longtemps que je rêvais que je me disais que ça pourrait être génial de tenter l'aventure entrepreneuriale, et là, je suis en plein dedans, et quoi que le résultat soit, que la boîte marche correctement, enfin en tout cas suffisamment pour qu'on en vive, pour qu'on puisse créer des emplois, ou pas, j'aurai quand même cette expérience, et ça effectivement, ça demande un peu de détermination quand même, mais bon voilà, rien de fou, hein. Il y a des gens qui font des trucs tellement plus dingues. Du coup, si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase te parle? Elle me parle parce que j'ai beaucoup d'invités. Elle me parle, si tu veux, dans le contexte du podcast. J'ai beaucoup d'invités qui, pour moi, sont des exemples que cette phrase, c'est pas juste qu'elle veut vraiment dire quelque chose, si tu veux. Je sais pas si je l'appliquerai à moi-même, parce que je considère pas vraiment que j'ai réalisé l'impossible, pour être honnête. Mais par contre, oui, pour moi, elle a complètement du sens, et je rencontre certainement comme toi très souvent des gens qui l'illustrent, tu vois, qui font des choses complètement dingues, qui s'écoutent, qui se lancent dans des projets incroyables, et ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Donc voilà, même si je peux pas vraiment me l'appliquer à moi-même, en tout cas spontanément je le ferai pas forcément, et c'est pas par fausse humilité ou autre, c'est juste que je considère vraiment pas que j'ai fait des trucs qui a priori étaient impossibles, mais je pense que c'est toujours intéressant de découvrir des parcours de vie autour de nous, de personnes qui peut-être illustrent, tu vois, cette phrase, parce que c'est ça qui quelque part nous tire vers le haut. C'est sûr que c'est hyper inspirant de pouvoir écouter des gens qui ont réalisé des choses relativement incroyables, et chacun aurait pu dire c'est pas possible, ça, on peut pas le faire, c'est pas humain. Mais finalement, il y a toujours des gens qui arrivent à prouver que finalement, avec de la préparation, de la détermination, de l'envie, on arrive. Voilà, des fois il y a des échecs, des fois ils multiplient les échecs avant de réussir, mais en tout cas ils arrivent à leurs objectifs, en tout cas. Ouais, exactement, ouais. Si tu devais définir le mot mental, tu le définirais comment, toi? Je sais pas si ça serait une définition super valable d'un point de vue scientifique, mais je dirais que c'est mental. Moi, ça me fait penser à état d'esprit. Donc, ce serait quelque part. Je vais tricher un peu, tu vois. Je vais utiliser un exemple, mais si tu me disais qu'est-ce que c'est développer son mental, pour moi, ce serait de la même façon que tu développes tes capacités physiques. Là, ce serait développer tes capacités intellectuelles, ton état d'esprit, ta capacité à te faire confiance. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est en fait mental. Je pense à schémas mentaux, je pense à dialogue interne. Donc c'est pour moi tout ce qui touche au travail d'introspection, de connaissance de soi. En tout cas, le cheminement vers la connaissance de soi, parce que je sais pas si on peut un jour dire qu'on se connaît vraiment, mais ouais, c'est les notions que j'associerais au mental. Tu disais que du coup, tu avais pratiqué le judo à haut niveau, du coup en équipe de France, tout ça. Est-ce que tu avais une préparation mentale à ce moment-là? Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de tes entraînements?
Alors c'est une super question. J'étais encore jeune quand j'ai arrêté le judo, donc j'ai arrêté pour ma classe prépa, j'avais 17 ans. Donc j'ai pas été dans le circuit, si tu veux, des seniors, enfin à un âge adulte auquel t'as vraiment, tu vois, les gens se retrouvent à l'INSEP, sont beaucoup plus, je pense, de ce que j'ai pu voir après pour les copains qui veulent continuer, pour le coup beaucoup plus encadrés. Donc moi j'étais encore en structure régionale, donc dans les pôles France, qui sont là où se trouvent les jeunes en fait qui peuvent pas encore justement intégrer l'INSEP dont je parlais. Donc moi j'ai pas eu je pense que on était trop jeune encore pour avoir ce type d'accompagnement. En revanche, ce dont je me suis rendu compte des années plus tard, c'est que j'en ai fait de façon complètement autonome et empirique. J'avais raconté ça sur un épisode du podcast de Kilomètre 42. En fait, quand je préparais mes premiers championnats de France, j'avais un téléphone. Alors, je me sens super vieux quand je dis ça, mais c'était pas un smartphone. Les smartphones n'existaient pas vraiment. J'avais un téléphone et tu pouvais personnaliser le message d'accueil quand tu l'allumais. Et donc moi, j'avais mis champion de France. C'était le message chaque fois que j'allumais mon téléphone. Et je l'ai eu pendant, je sais pas, peut-être 7 ou 8 mois, tu vois, ce message. Tous les matins, j'allumais mon téléphone. La première chose que je voyais, c'était champion de France. Donc voilà, c'était quelque part un peu du travail de visualisation déjà, tu vois, même presque d'ancrage. Et donc voilà, c'est des choses que j'ai fait moi de mon côté. Je suis quelqu'un qui a toujours appris, qui a une mémoire visuelle assez, qui est plutôt une force, je pense, pour moi. Et je me suis toujours servi de ça dans le cadre du judo. Par exemple, un truc tout bête, mais tu vois, tous les combats au sol, il m'a fallu un petit moment avant de m'en rendre compte, mais mon réflexe était de fermer les yeux. Parce que en fait, je visualisais, je sentais beaucoup mieux le combat, les yeux fermés, parce que j'avais l'impression que ça aiguisait, si tu veux, mes capacités auditives, par exemple, et sensorielles, où je sentais mon adversaire tourner autour de moi, ou les mouvements qu'il était en train de faire pendant qu'on faisait ce combat au sol. Donc voilà, pour moi ça a été la préparation mentale, que je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la préparation mentale, mais le travail mental que j'ai pu commencer à faire quand j'étais plus jeune, je l'ai fait de mon côté, et c'était plutôt tourné autour de la visualisation. Ouais, c'était empirique, mais après c'était ce que tu sentais au fond de toi, donc quelque part t'étais dans le vrai, quoi. T'es arrivé à être à l'écoute de tes sensations, comme tu disais. Ouais. Voilà, de tes sensations auditives. Donc c'est vrai que c'est bien quand on arrive déjà à sentir ça, quoi, parce que c'est pas toujours le cas, quoi. Ouais. Pas si j'étais dans le vrai, en tout cas, j'étais dans le vrai pour moi. J'étais dans ce qu'il me fallait à ce moment-là. Ce qui est déjà important, quoi. Ouais. Est-ce qu'il te semble important pour toi d'être toujours enthousiaste pour développer un bon mental? Non, clairement pas, clairement pas. Et tu vois, professionnellement, j'ai eu un exemple chez Apple sur ma dernière année et demie, où je devais travailler sous la direction de quelqu'un qui était systématiquement positive et systématiquement enthousiaste. Moi, je considère au-delà d'un certain seuil, ça devient toxique en réalité. C'est tu vois, c'est de la toxicité du positif en fait. Tu peux pas être tout le temps enthousiaste et tout le temps accueillir ce qui se passe de façon positive. En tout cas pour moi, ça me semble complètement impossible, parce que la réalité c'est qu'en fait il y a des moments, il y a des situations qui sont juste pourries et que d'un point de vue des émotions, d'un point de vue des ressentis, ça me paraît compliqué de dire que quelqu'un tu vois, passe sa vie à finalement n'être que enthousiaste. Et à ce moment-là, il est plus enthousiaste. Tu vois, s'il est tout le temps à ce stade-là, dans cet état d'esprit, c'est qu'il est, j'exagère un peu, tu vois, mais c'est un peu c'est un encéphalogramme plat. En fait, il y a jamais aucun changement, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut être, je veux pas donner de leçons, tu vois, mais en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire pour moi, c'est que j'essaie d'être réaliste et de prendre du recul par rapport à comment est-ce que je me sens dans différentes situations. Si à un moment donné, je sens qu'il y a une journée, ça va pas, il y a des sujets qui me frustre. Pour moi, en tout cas, c'est plus efficace de me le notifier, si tu veux, de me dire, ok, là, aujourd'hui, t'es vraiment en galère, hein, donc laisse tomber ces sujets-là, va courir, tu vois, fais autre chose, arrête tout, tant pis si tu prends du retard,
prend du temps pour te changer les idées, plutôt que d'essayer de me voiler la face et de me dire mais c'est fabuleux, t'es en train de galérer, ça veut dire que tu vas développer tes compétences, tu vois, de résilience. Bah non, en fait, non, c'est pas vivable. Donc voilà, pour faire très bref, pour répondre à ta question, je dirais que non, ça me paraît pas ni nécessaire ni réaliste d'être tout le temps enthousiaste pour développer ses capacités. Tout le temps enthousiaste, tu te coupes aussi finalement de tes émotions, quoi. Donc du coup ben ouais, c'est ça. Et puis les émotions négatives, en réalité, elles ont leur rôle à jouer aussi, tu vois. Il y a plein de gens qui prennent des décisions qui s'avèrent être des super décisions pour eux parce que ils ont laissé la place à leurs émotions négatives. Tu vois, moi, ma démission, ma dernière période de travail chez Apple sur les derniers mois, c'était pas super agréable parce que j'avais d'autres aspirations, que j'étais en plein changement et que Apple correspondait plus trop à ce que j'avais envie de faire professionnellement. Mais heureusement que je me suis écouté, parce que c'est ça qui a conduit finalement à plein de changements derrière, tu vois. Démission, la création de ma boîte, le retour en France, le fait que je puisse maintenant me consacrer à d'autres projets, la reprise du sport. Voilà, il y a plein de choses positives qui découlent d'une décision qui a été prise parce que j'ai laissé de la place quelque part à ces ressentis, ces émotions négatives. Ouais, du coup, tu pourrais dire qu'il est important de se connecter avec soi-même, du coup. Ah bah ouais, clairement. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est mon avis, hein, donc voilà, ça n'engage que moi, mais c'est pour ça que je pense que il faut faire attention à cette image qu'on peut avoir parfois. Moi, je l'ai vu dans le cadre professionnel, mais et je veux pas, tu vois, ça fait peut-être un peu déjà le vieux schnock quand je dis ça, mais tu vois, sur les réseaux sociaux, la perception qu'on peut avoir du tout est parfait, tout est normé correctement, tout est beau, tout se passe toujours pour le mieux pour les influenceurs, etc. Bah pour moi c'est juste c'est du bullshit en fait, et puis c'est du faux parce que la vie c'est juste pas ça. J'en parlais avec et heureusement d'ailleurs. Invité là. Qui est un médecin psychiatre, et lui il utilisait une image que j'aimais bien, c'est il y a le devant de la boutique et finalement il y a l'arrière-cuisine finalement qu'on montre pas, et finalement sur les réseaux sociaux on montre que la vitrine, on montre pas le reste. Ouais, clairement. Tu vois, une anecdote, on s'écarte peut-être un peu là du sujet du mental, mais un truc qui illustre, quelque chose que j'ai vu ce matin qui illustre bien cet aspect vitrine, tu vois, dont on m'invitait parler. En fait, j'ai découvert qu'apparemment il y a pas mal d'influenceurs qui partagent le fait qu'ils se font poser, alors c'est pas des je crois que c'est des couronnes dentaires, donc ils se font limer les dents, des dents d'adultes, hein, des dents parfaitement saines qui se font limer pour pouvoir se faire poser des couronnes. Et j'ai vu, je crois que je sais plus si c'est Brut ou Huffington Post qui a mis une vidéo sur YouTube ce matin, et ça m'a fait halluciner de voir ça. T'imagines, tu te fais limer les dents, c'est-à-dire que t'as plus ces couronnes, leurs dents ressemblent à rien en fait. Ça ressemble à des dents taillées en pointe, mais avec je sais pas, peut-être un demi-centimètre entre chaque dent, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou ce que les gens font pour pouvoir s'afficher avec un faux sourire, des fausses dents, pour coller à cette image du tout est parfait. Moi j'ai des dents parfaitement blanches, tu vois. Enfin c'est hallucinant, je trouve. Partage ton avis, c'est hallucinant. Mais bon, à un moment donné, c'est toujours pareil. Je veux dire, t'as un temps et une durée, donc les influenceurs d'aujourd'hui sont peut-être pas les influenceurs de demain, et à un moment donné, ils regretteront leurs dents sûrement. Ouais, j'imagine. On va parler un peu de confiance. Alors, déjà, comment tu l'as construite, toi, la tienne? Ouais. Déjà, est-ce que tu as confiance, et comment tu as réussi à bâtir ta confiance? Déjà, il faut avoir une certaine confiance, je pense, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pardon. Et du coup, est-ce que c'est le sport qui t'a amené à prendre confiance, les différentes expériences, les échecs que tu as pu surmonter? Comment t'as construit tout ça? C'est une très bonne question. C'est compliqué de te faire une réponse parce que je pense que c'est un peu comme la connaissance de soi. Je pense que c'est jamais, en tout cas moi c'est mon approche, c'est jamais quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et oui, c'est sûr que le sport a beaucoup aidé, mais en même temps a été un vrai challenge. Et je te dis pourquoi. C'est évidemment à travers le sport, tu vois, quand j'ai fait
premier championnat de France en cadet, je sais plus, je devais avoir peut-être 14 ans ou quelque chose comme ça. Mes 3 premiers championnats de France, j'ai fait, ou mes 2 premiers, je sais plus, j'ai fait 2 ou 3 fois deuxième. Et donc voilà, même si c'était pas le titre, j'étais numéro 1 français puisque la personne contre qui j'avais perdu était résident français mais non français. Donc pour la Fédération française de judo, j'étais le numéro 1. Et en fait, quand tu te retrouves dans ta discipline, dans ta catégorie d'âge et de poids, donc voilà, c'est quand même relatif, mais quand même, quand tu te retrouves numéro 1, c'est d'un point de vue identitaire, c'est hyper puissant. À un âge où tu te construis. Donc oui, de ce point de vue-là, le fait de rencontrer une certaine forme de succès à travers les compétitions, c'était juste un énorme boost. En revanche, ce qui est compliqué, c'est que quand ça s'arrête, comme en tout cas moi, je m'étais essentiellement défini à travers le judo. Quand ça s'est arrêté, là, en termes de réalisation personnelle, de confiance en soi, il y avait plus rien, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'avais été judoka, mais du jour au lendemain, c'était fini, quoi. J'étais plus sportif de haut niveau. J'ai pris peut-être 15 kilos en 8 mois. Plus aucune condition physique parce que j'étais en classe préparatoire, donc je faisais que travailler. Et du coup, ça a été hyper dur à gérer parce que c'est là aussi où tu te rends compte que quelque chose qu'on voit pas forcément, je trouve, dans le parcours des sportifs de haut niveau, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est qu'en réalité, il y a rien à côté. Tu vois, moi j'ai grandi mon adolescence, j'ai eu aucune culture musicale, ma culture générale qui était à peu près limitée à mes centres d'intérêt à moi, mais si tu veux, je suis très très peu allé au cinéma, j'ai très peu fait de musée, la musique, je t'en parlais, je suis une bille absolue, et parce qu'en fait il y avait pas de place pour ça, tu vois, et que moi l'essentiel c'était ma pratique du sport. Et donc en termes de confiance en soi, quand tu te rends compte que tu connais à peu près aucun nom d'artiste, que le délire de tes potes, en tout cas moi quand j'étais en classe prépa, tu vois, c'était le foot, et que vous pouvez me citer n'importe quel nom de joueur, j'étais incapable de te dire de qui il s'agissait. Enfin voilà, socialement, si tu veux, c'est assez rapidement évident que t'as pas été dans le même, t'as pas vraiment été confronté à la même chose, tu vois, que les autres de ton âge. Et donc ça, en termes de confiance en soi, faut être capable de le gérer, je trouve. Et puis après, la confiance en soi, pour moi, la façon dont je le visualise, c'est que c'est vraiment, encore une fois, c'est un cheminement, tu vois. C'est-à-dire, il y a des personnes qui commencent, si la confiance en soi, ça correspond à ton sac à dos, il y a des gens qui commencent dans la vie pour plein de raisons, la façon dont ils ont été élevés, leur cercle familial, etc. Ils ont déjà des choses dans le sac à dos. Moi, je considère que quand j'ai commencé, j'ai eu le judo qui a pris de la place. Et puis à un moment donné, quand le judo est parti, tu vois, le sac s'est déchiré, j'ai mon bloc de judo qui est tombé en dehors du sac, et il m'a fallu un bon moment quand j'ai commencé ma jeune vie d'adulte, tu vois, le début de carrière, etc. Il a fallu que je me crée en fait des milestones, si tu veux, pour regagner en confiance. Et c'est comme ça que je le verrai aujourd'hui. Donc Apple, ça a été une première grosse étape parce que socialement Apple, c'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est très polarisant comme entreprise. Tu dis que tu travailles chez Apple, c'est soit les gens presque te demandent un autographe, soit ils te crachent sur les pieds parce que tu vois, t'es l'horrible gars qui dévalise les matières les matières rares de la planète. Donc mais quoi qu'il en soit, le fait de commencer ma carrière, en tout cas de la poursuivre après le conseil avec Apple, ça a été un super boost pour ma confiance. En plus, j'ai fait un programme un peu spécial où j'étais le seul recruté en France. On était 80 dans le monde. Donc, on avait des équipes qui s'occupaient que de nous chez Apple pour notre développement. On était formés à être les futurs managers assez jeunes. Donc, voilà, Apple, ça a été une étape. Et puis après, je me suis reconstruit d'autres expériences dans le sport. Donc, ça a été la course à pied. J'ai fait un 10 km, puis je suis passé à la Saint-Élion parce que je sentais que j'avais besoin de vivre des expériences fortes, justement pour me rassurer sur le fait que il y avait eu le judo quelques années plus tôt, et maintenant j'étais quand même capable de faire autre chose dans d'autres disciplines. Donc j'ai fait une Saint-Élion, mon année c'était 73 km. Après je me suis mis au triathlon, très vite j'ai été attiré par le format Ironman, donc j'ai fait le semi-Ironman d'Aix-en-Provence, ensuite un semi-marathon, j'ai un peu tout fait dans le désordre et puis je me suis inscrit à un Ironman de Zurich en 2018.
Et c'est là où j'ai eu un accident. Mais bref, en gros, si je regarde dans le rétroviseur, je dirais que la confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose qui est assez fluctuant. Mais l'image que je donnerais, c'est vraiment ça, c'est que tu avances sur ton chemin et puis au fur et à mesure que tu avances, tu viens mettre des choses dans ton sac. Et ton sac, tu vois, s'alourdit un peu, tu le sens sur les épaules, tu sens que t'as engrangé des choses que moi en tout cas ça me conforte quand j'ai des décisions à prendre, comme par exemple devenir entrepreneur. Tu vois, à partir du moment où j'ai été diplômé en 2013, je m'étais toujours dit je veux créer ma boîte, mais je me sens pas encore capable. Et là récemment, après 10 ans d'expérience pro, que j'ai fini avec, je t'en parlais un peu en off là, où j'encadrais de grosses équipes avec des métriques assez importants à gérer, etc. Là, je me suis senti capable. Et je pense que c'est dû à toutes ces expériences que je me suis créé pour moi-même sur ces dernières années. Ça fait une longue réponse, je suis désolé. C'est intéressant de un petit peu comment tu nous livres un petit peu cette notion de confiance qui se construit par l'expérience et où finalement à chaque fois tu mets finalement quelque part un petit bout de confiance à chaque fois dans le sac à dos et puis finalement ce petit bout de confiance il grandit et puis à des moments où t'en as le plus besoin t'arrives à le ressortir. C'est ça qui est intéressant. Et parce que évidemment tout, comme tu disais, c'est fluctuant en fonction des moments de la vie. Ouais. Si je te dis le regard des autres, est-ce que ça te parle? Ah carrément. Le regard des autres, je sais pas si t'as une question spécifique par rapport à ça, mais ça m'évoque un certain nombre de choses. Par contre, t'as dû à un moment donné t'affranchir du regard des autres ou tu as dû faire face à des gens qui croyaient pas dans tes projets et pour avancer. Parce que ça arrive souvent en fait finalement. Ouais. Je pense que là, ça a été, je pense que c'est un jeu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles, c'est pas que j'accorde, disons qu'il y a un mix entre le poids que je peux accorder au regard des autres, et quand le terme autre, dans ce cas de figure, il ferait référence à des gens que je connais pas, donc vraiment autrui, tu vois. Donc il y a certaines situations où oui, le poids du regard de ces inconnus a pu avoir de l'importance. Et il y a certaines situations, en fait, c'est plus l'opinion des autres, mais les autres, dans ce cas de figure, c'est plutôt des proches, qui est important. Donc, c'est un peu le constat que je fais, tu vois. J'ai eu des périodes où je pense que j'étais beaucoup plus sensible au regard des autres, mais j'imagine que j'en sais rien en fait, mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être, tu vois, ça correspond sans doute pour pas mal de gens à la période de l'adolescence, les débuts dans la vie pro, quand t'arrives t'arrives sur le marché du travail, tu peux pas vraiment apporter grand chose en fait, puisque t'as pas d'expérience ou très peu, et donc forcément tu te retrouves dans des univers codifiés, avec des comportements que tu comprends pas forcément tout de suite ou que t'arrives pas à déchiffrer, donc tu peux te sentir parfois un peu ridicule, tu vois. Moi je me rappelle de réunions où je suis arrivé, mon premier job, j'étais chez IBM, je comprenais absolument pas ce qui se passait, on me demandait de faire des choses qui me semblait complètement ridicule, tu vois. Je passais mes semaines à prendre des notes que j'envoyais à ma manager qui les envoyait par mail sans les retoucher, tu vois. Enfin voilà, je pense que ça, l'importance que j'accorde au regard des autres dans mon cas de figure a vachement évolué. En fait, je pense que c'est corrélé justement à la confiance en soi. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, je me rappelle, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais la première fois que je suis allé courir à Paris en hiver pour préparer justement la Saint-Élion, la première fois que je suis allé courir le matin, donc avant d'aller au taf, il devait être peut-être 5h45 ou 6h, c'était la première fois que je courais avec un legging en fait. Tu vois, il faisait 2 degrés, donc je suis pas allé courir en short. Je me suis trouvé absolument ridicule et ça m'avait marqué, tu vois. Je m'étais dit punaise, heureusement qu'il fait nuit, je croise personne. Qu'est-ce que les gens penseraient, etc. Aujourd'hui, j'en ai mais rien à secouer, tu vois. Je vais courir, j'ai des lunettes de triathlon quand je vais courir qui ressemblent à une visière de casque d'avion de chasse. Elles sont énormes, tu vois. Je pense que j'ai l'air complètement ridicule, mais ça me passe complètement au-dessus. J'ai une veste de trail jaune fluo, des chaussures jaune fluo, tu vois, absolument rien à faire. Donc je pense que c'est un peu comme la confiance, et en fait ça évolue au fur et à mesure que t'engranges des expériences de vie, et puis surtout au fur et à mesure que tu comprends que les gens en fait ils s'en foutent un peu de toi, quoi. J'ai l'impression, moi c'est ça, j'ai l'impression
que c'est quelque chose que j'entends assez souvent, c'est qu'en fait on pense tous que les autres nous observent, alors que nous-mêmes bien souvent on est incapable de dire quelle est la couleur du t-shirt de la dernière personne qu'on vient de croiser dans la rue, tu vois. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'aurais plutôt tendance à dire que globalement les gens, tout le monde se fout un peu de tout le monde, quoi. Donc accorder de l'importance au regard des autres, je suis content d'être arrivé maintenant, tu vois, par rapport à quand j'étais adolescent, à m'en être détaché et à plus vraiment y donner de crédit. Du coup, ça me fait penser à, pareil, toujours un invité qui me disait qu'il y avait une expérience qui avait été faite et dans le cadre d'une expérimentation sur justement le regard des autres et où finalement ils interrogeaient les gens sur ce qu'ils pensaient à un moment T et finalement ils s'étaient rendu compte que les gens pensaient à des choses très banales et n'étaient pas du tout dans la comparaison avec les autres ou à se moquer des autres et en fait ils étaient centrés sur eux et sur leurs pensées en fait. Ouais, exactement, c'est ça, tu vois, c'est le fait que en fait on est tous plutôt concentrés sur ce qui se passe pour nous. J'ai l'impression, je suis en tout cas moi si je dois me projeter, tu vois, c'est-à-dire que au final quand je vais me balader, quand je vais dans Aix acheter mes madeleines ou que je vais courir, les personnes que je croise, voilà, elles font leur vie, je fais la mienne et puis voilà en fait, et je trouverais ça au final j'accorde moi-même pas d'importance à mon propre regard que je pose sur eux, si tu veux. Je sais pas si c'est très clair, mais finalement, je trouverais presque étonnant qu'ils accordent du crédit à un coup d'œil que je peux avoir, tu vois, on se croise en train de courir. Bon, je me dirais, j'espère que cette personne, elle est pas en train d'imaginer que je trouve que son short est ridicule ou je sais pas quoi, qu'elle court, quoi, tu vois, c'est très bien. Moi, je cours, voilà, on court tous les deux, fabuleux, et puis voilà. Sans plus, quoi. Chacun reste concentré sur ce qu'il est en train de faire. Alors quand tu cours ou quand tu fais d'autres activités, c'est quoi tes trucs pour arriver à te motiver ? Pendant longtemps, c'était d'avoir un objectif. Et donc en fait, quand j'ai enfin tourné la page du judo, ce qui m'a pris quelques années, la technique que j'utilisais pour rester en forme, c'est-à-dire continuer à m'entraîner, etc., c'est qu'en fait, je m'inscrivais à des courses. Je m'inscrivais à des événements où je me créais des projets. Tu vois, le Gervin en 7 jours. Le trek que j'ai fait sur le Kungsleden en Laponie suédoise, le trip à l'Everest, toutes les courses à pied, triathlon que j'ai pu faire, etc. C'était des moyens en fait pour moi de quelque part justifier une routine d'entraînement. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pendant un bon moment. Et aujourd'hui, c'est assez différent. C'est plus l'approche bien-être en fait. C'est-à-dire que même si je pense comme beaucoup de gens, je suis pas hyper enthousiaste à l'idée de partir courir à 7h du mat quand il fait -2 et qu'il fait nuit, j'essaie de me projeter sur l'état dans lequel je vais être en fait au retour et tous les bienfaits que ça va m'apporter pour la journée, pour ma productivité, pour ma capacité à rester concentré sur ce que je fais et surtout à rester en forme. Donc voilà, j'ai un peu changé mon approche par rapport à ça. Ça fait longtemps que j'ai plus pris de dossard. Là, j'en prends en avril pour faire un 70 km entre Aix et Marseille, mais ça faisait des années que j'avais pas pris de dossard. Donc voilà, maintenant j'ai plus une approche en fait qui consiste à construire des habitudes que moi je considère comme étant saines dans la durée. Alors qu'avant c'était un peu le yo-yo, tu vois. Je me faisais un gros programme d'entraînement, par exemple pour la Saint-Élion, ça a duré 3 mois, je courais 6 jours sur 7. Après j'ai plus rien fait pendant quelques mois, j'ai repris pour faire le marathon, j'ai plus rien fait, j'ai repris pour faire le semi-Ironman. Aujourd'hui j'essaie d'être beaucoup plus constant et de voir en fait les bénéfices à long terme de toutes ces routines sportives en fait. Ou est-ce que ces routines sportives elles te permettent de gérer l'éventuelle pression ou stress que tu peux connaître ou que tu as pu connaître par le passé dans des boîtes comme Apple? Est-ce que du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a des moments où on a un peu de pression ou dans d'autres domaines? Dans mon cas, carrément, je pense que ça dépend vraiment de chacun, mais dans mon cas, 100%. Et au-delà de la gestion de la pression, en fait, pour moi, c'était vraiment une question d'équilibre. Tu vois, je parlais un peu plus tôt du judo et de comment je me suis vraiment construit à travers le judo. Je pense avec du recul, même si j'ai absolument aucun regret et si c'était à refaire, je referais la même chose, mais c'était peut-être un peu déséquilibré, tu vois. Il y a peut-être un peu trop de judo. Et
c'est ce sur quoi je suis vraiment vigilant aujourd'hui et qui parfois m'a manqué. En l'occurrence quand j'étais chez Apple, mais parce que ça a été ma plus longue expérience pro sur 7 ans. C'est cette notion d'équilibre. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir une activité pro et puis d'autres choses à côté, tout simplement parce que pour moi, je trouve ça stimulant, je trouve ça motivant et que ça me fait du bien de m'impliquer physiquement ou intellectuellement sur différentes choses à la fois. Donc là aujourd'hui, tu vois, je suis super content, on parlait de détermination plus tôt, je suis super content de m'être écouté et de m'être créé une situation dans laquelle je peux me consacrer à plusieurs choses en parallèle. Donc il y a le podcast, mon projet pro, le sport, ma vie de famille et ça c'est juste génial. Bah oui, parce que finalement après je pense que voilà, c'est chacun son équilibre et chacun met tu vois. Ouais, exactement, tu l'équilibres, tu t'équilibres comme par rapport à ce qui fait le plus de sens pour toi, mais dans mon cas de figure, carrément le sport a juste un rôle absolument central. Ça fait un petit moment que j'ai pas posé cette question. Je l'ai réservé exprès pour toi, je suis sûr. Parce que comme du coup, t'as toujours des invités qui sont dans le dépassement de soi, dans presque la douleur, la souffrance. Est-ce que pour toi, il faut savoir apprendre à souffrir ou apprendre à supporter la douleur pour progresser? Alors, je prétends pas avoir la définition précise en tête, mais pour moi, je fais une grosse différence entre souffrance et douleur. Pour moi, la souffrance, j'y associe en fait une notion de passivité, alors que la douleur, c'est plus une phase, un état par lequel que tu apprends à... C'est plus une information en fait. Ton corps t'envoie une information, il y a de la douleur, ce muscle, tu vois, ce muscle est douloureux. La souffrance, c'est plus un état d'esprit. À mon sens, hein. Donc pour moi la souffrance elle est rarement justifiée, enfin elle est pas justifiée, en tout cas je considère pas qu'il faut que je souffre dans ce que je fais, mais la douleur encore une fois à mon sens moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un passage obligé. Parce que si ça fait mal, tu vois, surtout notamment musculairement, c'est que quelque part t'as un travail qui est en train de se mettre en place. Mais voilà, je fais vraiment le distinguo entre douleur et souffrance. S'il y a un mouvement ou je sais pas, une activité que tu fais qui t'amène à être dans une situation de souffrance, pour moi c'est un énorme drapeau rouge en fait. Faut se poser des questions. Maintenant, si ça te fait passer par des phases douloureuses, très différent. Tu vois, on a parlé plusieurs fois de course à pied. Quand tu te prépares pour un marathon, généralement une des approches qui est recommandée dans ton entraînement, c'est de faire du fractionné. Généralement le fractionné, tu le sens passer quand même, tu vois. Maintenant, si après chaque sortie t'es en souffrance parce que tu peux plus poser le pied, là c'est autre chose, tu vois. Là pour moi il faut se poser des questions, faut pas continuer tête baissée sans chercher à comprendre ce qui se passe. Donc oui, la douleur pour moi c'est un indicateur qu'il faut rechercher. Non seulement parce qu'il indique qu'il y a un travail qui est en train de se mettre en place, mais aussi parce que moi je le considère comme ça, parce que ça vient valider en fait des phases par lesquelles tu passes. Je te donne un exemple. Là, j'ai repris quand j'ai recommencé à courir. J'ai commencé par me fixer un seuil à 1 heure, quelle que soit la distance. Après, je suis passé à 10 km. Après, je suis passé à 10 km en 50 minutes. Et en fait, mes indicateurs à chaque fois, c'était la douleur. C'est-à-dire, est-ce que j'ai de la douleur ou pas? Si j'en ai que c'est gérable, c'est bon. Ça veut dire que j'ai validé ce palier, je passe au suivant. Si ça reste trop douloureux, je varie les exercices. Je fais en sorte que cette information disparaisse. Et dans la nuit de dimanche à lundi, on allait courir à la Sainte-Victoire à 22h, 15 km de nuit, pas de douleur, tu vois. Donc pour moi, le palier 15 km avec du dénivelé de nuit, c'est bon, il est validé. Du coup, la semaine prochaine, on fait un 20. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, la douleur, c'est une information. Ça me fait penser un peu aux entraînements en pyramide, quoi. Au fur et à mesure, on grimpe et puis ça permet de progresser jusqu'au pic. Ouais. Exactement.
Et puis je pense que si tu apprends à gérer cette douleur et à la dépasser, ou en tout cas à l'utiliser à bon escient, plutôt que de juste essayer de l'ignorer, ce qui peut amener à une situation de souffrance, je pense. Ça, c'est aussi un super impact sur ta confiance, en fait. Tu vois, parce que si tu sais que tu es capable d'endurer quelque chose et de d'écouter les signaux que ton organisme t'envoie, si tu sais que tu peux faire ça dans une certaine situation, bien souvent en fait, ça te fait un point de repère qui est hyper puissant en termes de confiance. Tu vois, je sais que moi je suis très fier d'avoir fait le trek que j'ai fait sur l'Everest. Jusqu'au camp de base de l'Everest et un peu au-dessus, parce que je l'ai fait 1 an et demi après un grave accident où je me suis retrouvé alité pendant 2 mois, où j'ai été percuté par une voiture sur mon entraînement pour l'Ironman de Zurich, et ça a été douloureux ce trek, mais voilà, je sais que j'ai validé peut-être pas des limites, mais j'ai validé ce que je suis capable de faire avec un niveau de douleur qui m'a pas fait basculer dans la souffrance. Ouais, je comprends. Après du coup, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Sissi Cusso et à la course qu'elle a fait avec elle a engrangé je sais pas combien de kilomètres avec une fracture. Alors je sais plus si c'est tibia ou péroné. C'est quand même juste fracture du péroné, ouais. Du péroné, ouais. Ouais, elle a fait, c'est marrant que t'en parles parce que c'est l'épisode que j'ai sorti aujourd'hui. Elle a fait 75 km sur la diagonale des Fous avec une fracture du péroné, donc ouais. Mais c'est marrant parce qu'on en a parlé d'ailleurs de la souffrance et de la douleur, et en fait elle expliquait que elle par exemple, là elle était plutôt en souffrance de ce que moi j'ai compris, mais elle a pris une décision, si tu veux, elle a tellement d'expérience dans la gestion de la douleur, qu'elle a pris une décision en toute connaissance de cause, la décision de continuer, alors qu'elle aurait très bien pu s'arrêter. Elle n'était pas dans l'obligation de continuer, elle n'était pas perdue au milieu de nulle part, elle pouvait s'arrêter. Mais elle a pris cette décision du fait de son expérience et de la confiance qu'elle avait dans le fait que même s'il y avait une information assez forte et difficile à ignorer de son corps, j'ai mal, elle allait pas, si tu veux, l'endommager à long terme en continuant. Elle savait que c'était ok, quoi. Bon, mais effectivement, c'est complètement fou. Je vais aller l'interroger là-dessus prochainement pour avoir des informations là, sur son mental de ouf. C'est clair. On arrive sur la fin de cet épisode. Déjà, je te remercie pour l'heure qu'on vient de passer ensemble à échanger sur ton mental, sur tes expériences, sur tout ce que tu as pu nous livrer, et j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire plus particulièrement aux gens qui nous écoutent sur cet épisode-là? Il y a un message que tu aimerais délivrer? Écoute, déjà, oui, un grand merci à toi. C'est génial de voir que tu t'investis, tu vois, sur le sujet du mental, qui est pour moi en tout cas, je pense super important. Donc merci pour ton taf, et puis merci pour cette opportunité de partager mon petit parcours. Et sinon, écoute, le mot de la fin, j'ai pas vraiment de conseils, mais parce que je pense que c'est à chacun de faire son chemin. Mais c'est peut-être ça justement que j'ai envie de partager, c'est que c'est toujours intéressant d'écouter, d'en apprendre plus sur le parcours des autres, quel que soit, tu vois, je me considère pas du tout comme une référence dans quoi que ce soit, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus sur l'approche que des gens autour de nous peuvent avoir. Donc c'est peut-être ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est finalement, n'hésitez pas un peu comme des éponges à vous abreuver de plein de parcours de vie autour de vous, mais n'oubliez pas finalement de vous écouter et de vous faire confiance et de prendre vos propres chemins, même si a priori ils correspondent à aucune norme ou aucun schéma classique que la société essaie de nous faire considérer comme les seules options. En fait, il y a tellement d'options, tellement de chemins, et je crois que toi et moi, à travers nos podcasts, c'est ça qu'on touche du doigt, c'est qu'il y a autant de parcours de vie en fait que de personnes. Donc faites-vous confiance et partez explorer ces chemins et remplissez votre sac à dos. Voilà. Et puis on viendra vous interviewer après, vous nous expliquerez tout ça. C'est ça. Partager vos expériences. Exactement. Et c'est ça, en fait, c'est des partages d'expériences, en fait, sur lesquels on peut aussi s'appuyer, réfléchir, introspecter en soi. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve.
Exactement, ouais. 100% d'accord. Loïc, merci beaucoup. Je te souhaite une belle soirée et je te dis à très vite et à très bientôt. Et puis voilà. Et puis du coup, je sais que tu es dans l'attente d'un heureux événement, donc écoute, on sera attentif du coup au jour J à te féliciter. Bah écoute, ouais, merci beaucoup. Merci à toi pour l'opportunité de venir discuter sur ton podcast. T'es super. Et bonne fête à toi et à toute ta communauté sur le sujet du mental. J'espère que l'épisode les aura intéressés. J'en ai aucun doute. Merci Sébastien. Bonne fin de journée et bonne fin de soirée. Merci toi aussi. C'était Loïc Blanchard, entrepreneur et créateur du podcast Les Frappés, pour cet épisode du podcast parlant de votre mental. J'espère que cet épisode et notre invité vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Pensez à vous abonner au podcast pour être informé des prochaines interviews. Et comme c'était le dernier épisode de l'année 2021, je vous souhaite une excellente année 2022 et j'espère vous retrouver très prochainement sur le podcast avec des nouveaux épisodes et des nouveaux invités. Très belle année 2022 et à très vite.